Bonsoir à tous, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce jeudi 16 juin. Éric Thomas, ou un outsider candidat à la présidence de la Fédération française de football, le troisième homme qui souhaite remettre le football au centre du jeu, a le soutien d'Emmanuel Petit, un champion du monde, un soutien qui n'est pas des moindres. Êtes-vous bien reçu dans le Val-de-Loire? Une charte de bien recevoir est en place depuis 2006 pour les sites touristiques de la région. Une marque qualité tourisme garant d'un accueil censé être exemplaire pour les visiteurs. Et puis, Chani Di Luca ouvre les fêtes musicales de Touraine, une virtuose qui jouera du Beethoven à la Grange de Mêlée, un événement de qualité attendu chaque année qui rassemble la crème des virtuoses de la musique classique. Mais avant d'ouvrir ce journal, ce matin, vous le savez, c'était les premières épreuves du bac, avec la fameuse question de philosophie. Peut-on prouver une hypothèse scientifique ou encore la liberté est-elle menacée par l'égalité? Les épreuves de philo ont donc donné le coup d'envoi du baccalauréat. Cette année, au total, 654 548 candidats se présentent au bac. Les élèves du lycée Choiseul étaient plutôt mitigés à la sortie de leurs épreuves. Géraldine Cornet-Lavaux et Julien Bernier. C'était un peu compliqué, mais bon, on se donne au maximum et puis on fait ce qu'on peut. C'était stressant. Hein. Voilà, en fait, on a eu une question sur l'hypothèse scientifique. Et moi, personnellement, je ne m'attendais pas du tout à tomber là-dessus. Je pense que ça s'est bien passé. Je suis assez contente de moi. C'était un sujet que j'avais vu en cours, donc j'espère que ça s'est bien passé. On verra les résultats le 5 juillet. Et puis demain, les bacheliers plancheront sur leurs épreuves d'histoire-géographie. Un outsider candidat à la présidence de la Fédération française de football, Éric Thomas, vice-président du club amateur de Montlouis-sur-Loire, croit en ses chances et surtout en ses projets. Son objectif est clair, valoriser le football amateur et le faire avancer main dans la main avec le football professionnel. Si pour certains, ses chances de gagner sont infimes, il a toutefois le soutien d'Emmanuel Petit, Romain Delville. À 2 jours du vote, Éric Thomas, président de l'Association française du football amateur et candidat à la présidence de la Fédération française de football, a le même credo que lors de la constitution de son association. Plus de considération pour les petits clubs, plus de démocratie et de transparence au sein de la 3F. On a perdu des repères, on a perdu le sens des valeurs et qu'il y a énormément d'argent tout en haut et il n'y en a plus du tout tout en bas. Il y a peu de démocratie, il n'y a pas d'échange. Donc nous, on a des convictions, on voudrait les faire partager et on pense qu'on n'a pas raison tout seul sur tout, mais qu'à plusieurs, on est plus intelligent. Pour se présenter, Éric Thomas a eu besoin du parrainage de 10 présidents de ligue ou de district. Parmi eux, Jean-Michel Larquet, commentateur sportif, mais aussi président du district des Pyrénées-Atlantiques, ou encore Christian Teinturier, président de la Ligue du Centre. Mais attention, qui dit parrain ne dit pas forcément soutien. Parrain, c'est de dire effectivement, on donne un parrainage parce que c'est obligatoire d'avoir un certain nombre de parrainages. Donc moi je l'ai donné bien volontiers. Je dis bien pour qu'il y ait une expression d'une autre liste. J'aurais été, ça me paraissait pas logique de refuser point à la ligne. Quand j'ai parrainé, j'avais pas le projet devant les yeux. Donc je regarde maintenant les projets, quelles sont les propositions, quelles sont et en fonction de moi ce que j'attends de la fédération, je me prononcerai. Au niveau du district d'Indre-et-Loire, on s'étonne qu'Éric Thomas n'ait jamais poussé la porte du local, mais on soutient la démarche d'une défense du foot amateur. Rien. Donc le foot d'en bas. À mon avis, il ne comptait pas trop. Dans les hautes sphères sur Paris, ne voyez pas les problèmes qui se passent à la base de nos petits clubs, qui souffrent énormément. Je suis surpris qu'il ne nous ait même pas du tout contacté. Bon, par contre, après, je sais pas, si quelquefois il n'est pas élu, il peut toujours après rentrer en contact avec nous et puis amener toutes ses idées au niveau du district du football amateur et on pourra peut-être travailler ensemble. 400 grands électeurs voteront samedi pour Duchossois, Le Gret ou Thomas. Et le Mont-Louisien compte bien créer la surprise pour s'intercaler, même au prix d'un vote de contestation. Un an de cavale pour un mineur qui a finalement été arrêté à Caen, surnommé le chat. Le mineur qui avait réussi à échapper aux mains de la police à 2 reprises, notamment au mois de juillet où il s'était enfui de la maison d'arrêt de Tours, avant d'être finalement retrouvé dans un clic-clac au domicile de sa sœur. Aujourd'hui âgé de 18 ans, il est incarcéré à la maison d'arrêt de Caen. Accueillir au mieux les touristes, c'est le défi de la marque Qualité Tourisme pour 9 sites touristiques du Val-de-Loire. En France, le Val-de-Loire est la région qui concentre le plus de sites qui portent cette marque. Une charte qui existe depuis 2006, un ensemble de critères qui visent à satisfaire au mieux les visiteurs. Tous les 3 ans, les sites touristiques font l'objet d'un contrôle qui assure le respect de cette charte. Maxime Kemener. Connaissez-vous ce logo ?
Il représente la marque Qualité Tourisme. Elle doit donner l'assurance aux visiteurs qu'un site touristique est engagé dans une démarche qui vise à améliorer les conditions d'accueil des publics. Raccourcir les files d'attente, faciliter l'accès aux handicapés ou proposer des visites plus personnalisées, les pistes sont nombreuses. La démarche qualité, obtenir le label, la marque Qualité Tourisme, c'est une première étape et que derrière, on s'engage à toujours faire évoluer son offre, toujours prêter une attention et une écoute particulière à ses clientèles pour continuer à ne pas la décevoir et lui dire que finalement, l'investissement du ticket d'entrée, ce rapport qualité-prix, ils vont l'avoir. Ce fameux rapport qualité-prix, c'est tout l'enjeu de la démarche. La clientèle des sites du Val-de-Loire voyage de plus en plus et surtout, elle compare. Aujourd'hui, la concurrence est internationale et s'ils ne veulent pas céder de terrain aux nouvelles destinations comme Dubaï, les châteaux de la Loire doivent se remettre en question. L'accueil des publics est devenu au fil des années le premier critère de satisfaction. Il faut que les publics se sentent chez eux et le confort de visite est important. Et le fait d'avoir des animations donne un plus, bien sûr, aux visiteurs pour découvrir d'une façon conviviale le site et l'histoire du château. Les critères sont exigeants pour obtenir le label Qualité Tourisme et les sites consentent beaucoup d'investissements pour se maintenir au niveau. Et si le logo reste mal connu, cette exigence devrait quand même porter ses fruits. Le meilleur outil de communication, c'est le bouche à oreille, c'est vraiment qui peut être très négatif parfois et donc qui peut aller très vite, mais le bouche à oreille positif, c'est vraiment le nerf de la guerre. Lorsque vous avez un très bon écho sur un site, il va être répertorié, il va être dit de bouche à oreille et c'est vraiment le meilleur outil de communication. Le Val-de-Loire s'étend aujourd'hui jusqu'à l'océan Atlantique avec le château des Ducs de Bretagne ici à Nantes et l'escale atlantique de Saint-Nazaire. Et la carte des sites Qualité Tourisme va encore s'étendre. L'année prochaine, 5 nouveaux sites devraient recevoir ce label. Les grands travaux se poursuivent à la gare SNCF de Tours. Après la rénovation de la charpente, c'est au tour des quais de se refaire une beauté. Un chantier financé à hauteur de 89% par les réseaux de France et 11% par la SNCF. Un exemple aussi pour les gares de la capitale qui suivront bientôt le même chemin. Le but étant de préserver le patrimoine. Je vous rappelle que la gare de Tours a été dessinée par Gustave Eiffel. Aujourd'hui, l'important pour la direction est de ne pas interrompre le fonctionnement de la gare. On écoute Marianne Fleury, directrice des gares de la région Centre. La gare fonctionne normalement. Donc je dirais que c'est une vigilance de tous les instants pour les équipes de la SNCF, à la fois sur le bon positionnement des échafaudages, sur la sécurité des flux voyageurs, sur la signalétique qu'on a aussi veillé à renforcer, et puis sur la bonne gestion des trains. Même si certaines contraintes techniques s'imposent à nous, on essaye que ce soit le plus transparent possible pour nos voyageurs. Propos recueillis par Maxime Kemener. Cet après-midi, 10 hectares de blé ont pris feu à Chaumusset, au lieu-dit La Trochère, un lieu de récolte qui a nécessité un groupement d'intervention de feux de forêt. Au total, 7 camions de sapeurs-pompiers étaient sur les lieux avec 23 personnes. Le feu a pu être maîtrisé rapidement pour s'arrêter en lisière de bois. Le recyclage pourrait bien être l'avenir. Un salon professionnel animé par des conférences, ateliers, mais aussi des expositions avait lieu aujourd'hui au Parc des Expositions. Le recyclage qui pourrait être le grand employeur de demain. En effet, l'un des objectifs du Grenelle de l'environnement est de recycler 75% des déchets des entreprises d'ici 2012. Aurélie Renaud. Il y a quelques années, les matières premières vierges comme le minerai de fer ou la pâte à papier étaient utilisées de manière intensive. Peu à peu, la ferraille et la fibrocellulose les ont concurrencées. En effet, les NPM, les nouvelles matières premières, ont le vent en poupe et ont même maintenant leur propre salon. Objectif de ce rassemblement, faire connaître les métiers du recyclage et leurs méthodes. Aujourd'hui, c'est 40 millions de tonnes de matières premières produites grâce au recyclage. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que ces matières premières proviennent essentiellement du monde industriel. Et c'est seulement depuis 1992 qu'on s'est intéressé aux déchets ménagers réellement dans le recyclage, qui aujourd'hui représentent environ 10% du tonnage de nos entreprises. Des chiffres qui devraient vite gonfler puisque d'ici 2012, d'après le Grenelle de l'environnement, les entreprises devront atteindre 75% du recyclage de leurs déchets. Avec un tel pourcentage, les professionnels du recyclage vont vite avoir besoin de main-d'œuvre. C'est le cas de Seb
Cepcha, une entreprise basée à Tours, filiale du groupe CLG Recycling, qui travaille à 80% avec des industriels. Chaque année, on a besoin de 10% de plus de personnel à l'intérieur de nos entreprises, parce que le tri des déchets évolue. On a besoin aussi de former les jeunes. On est en train de mettre des écoles de formation en place justement pour pouvoir délivrer des CRP, délivrer des certificats de qualification professionnelle. Et ça, c'est important. Le recyclage, un enjeu économique, politique et parfois un élan artistique. C'est en faisant le tour des casses automobiles de l'ouest de la France qu'Anaël, 21 ans, a décidé de détourner des sièges, des enjoliveurs ou des portières de voitures pour en faire des objets design, des objets qu'il ne pouvait lui-même pas s'offrir. Moi je trouve ça marrant de se dire que combien de kilomètres elle a fait cette portière et combien de temps elle va vivre maintenant en tant que fauteuil, quoi. C'est ça qui est super rigolo. Si le design écolo se développe côté recyclage, la balle est dans le camp des entreprises. Si leur traitement des déchets est réalisé convenablement, le secteur du recyclage pourrait exploser, passant de 35 000 salariés aujourd'hui au double d'ici quelques années. Vous êtes peut-être le chef d'entreprise de demain. Aujourd'hui, la caravane des entrepreneurs faisait une halte à Tours pour enseigner les jeunes entrepreneurs sur la création d'entreprises, mais aussi sur les pièges à éviter. Création, reprise, transmission et franchise, tous les sujets étaient abordés. La caravane des entrepreneurs est en tournée dans toute la France. Demain, elle sera à Angers, place Général Leclerc. Notre page culturelle à présent, elle s'appelle Chani Di Luca, originaire de Monaco. Cette pianiste surdouée a été remarquée par un programme initié par la princesse Grace Kelly. Après avoir étudié au Conservatoire de Paris, elle parcourt le monde pour jouer de son art. Vendredi soir, elle s'arrêtera à la Grange de Mélé dans le cadre des fêtes musicales en Touraine. Un événement très attendu pour la qualité de sa programmation. Vendredi soir, Chani Di Luca ouvrira le bal. Géraldine Cornet-Lavaux et Julien Bernier l'ont suivi durant ses répétitions. Dernière répétition pour l'Orchestre royal de Suède. Certains musiciens, comme la soliste monégasque Sally Di Luca, ont fait l'aller-retour une journée pour les derniers ajustements, mais surtout pour découvrir cette salle de concert atypique où elle se produira dimanche. J'ai pu appréhender la salle qui a un caractère très intimiste malgré la grandeur de cette grange. Et c'est intéressant parce que je pense que le piano dans ce cadre-là a un contact direct avec le public. Moi je préfère ce genre d'atmosphère que des salles de concert où on se perd un petit peu sur la scène. Depuis 1964, la Grange de Mélé accueille ce festival de musique classique. C'est le pianiste russe Richter qui a eu le coup de foudre pour cet endroit envoûtant. Faut imaginer que si un grand pianiste international qui découvre le lieu dit « là je vais faire un festival international de musique », c'est bien qu'il y a quelque chose. Et ce sentiment de plénitude dans la Grange, je crois que ça a été très partagé par tous les interprètes qui sont venus. Et il y en a même qui ont été jusqu'à, ne connaissant pas le lieu et découvrant, rentrant dans le lieu pour la première fois, ont changé leur programme en disant là je ne vais pas jouer Chopin, je vais jouer Bach. Du 17 au 26 juin, les concerts vont se succéder. 8000 personnes sont attendues. Un public de connaisseurs venant des 4 coins de la France. Mais le festival veut s'ouvrir à tous. Et moi j'aimerais que le public représente le monde qui nous entoure, que ce ne soit pas justement l'élite obligatoirement ou quelque chose de trop populiste. Moi j'aime l'idée que ce soit populaire, que la musique classique soit accessible à tous. Donc la musique classique peut avoir plusieurs degrés de lecture, on peut la lire de façon intellectuelle, de façon tout à fait émotionnelle, sensitive, et sans connaître du tout la musique classique. Mais en attendant l'ouverture du festival avec le concert d'Aldo Ciccolini, il reste encore quelques réglages pour que l'endroit devienne vraiment magique. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans un instant, notre invité de la rédaction sera Pascal Rivière, président du Conseil de l'Ordre des masseurs et des kinésithérapeutes d'Indre-et-Loire. Avec lui, nous aborderons la question du dépistage des cancers. À tout de suite.